Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des dangers de l'investissement dans le secteur médical. Je vous en ai déjà rapidement parlé dans certaines vidéos précédentes. Là on fait vraiment un focus sur le médical. Si ce type de vidéo vous plaît, indiquez-le dans les commentaires. N'hésitez pas à me proposer des actions ETF ou même des secteurs à analyser. Sans oublier le pouce bleu et s'abonner, ça m'aide beaucoup pour le référencement, je vous en remercie. Alors, comme toujours, petit disclaimer, tout ce qui est présenté ici est un titre de divertissement. Cela ne constitue en aucun cas des conseils en investissement. Investir en bourse comporte des risques de perte totale ou partielle de votre capital. Et les performances passées ne garantissent en rien des résultats futurs. Vous êtes prévenus, soyez responsable de vos actes et informez-vous avant d'investir. Alors, on va commencer. Je sais, la presse va être un petit peu barbante. Mais globalement, il y a un certain nombre de points qu'il va falloir que je vous détaille. Le premier, pour moi, le premier gros défi autour du médical, c'est le défi réglementaire. Vous savez qu'en Europe et en France, on est quand même dans des enfers réglementaires avant d'être des enfers fiscaux. Et donc, du coup, il y a un peu trop de changements latents sur plein de choses, sans parler de certaines jurisprudences qu'il y a eu par rapport à certains médicaments, ce qui fait que ça engendre des complexités importantes. Et du coup, l'industrie de la santé, pour résumer, est vraiment très très réglementée, avec des changements quasiment tous les trimestres, ce qui fait que si vous voulez faire de la rentabilité dans ce secteur, il va falloir faire des gros coups de temps en temps, et puis après entretenir, enfin, c'est assez compliqué. Ce coût à la conformité, il est très important, ça réduit énormément les marges, et puis bien sûr, il y a aussi tout ce qui est lié aux politiques de remboursement. En fait, contrairement à ce que vous disent un certain nombre de politiques, il n'y a pas que la France qui a mis en place l'équivalent d'une sécurité sociale. Il y a la majorité des pays du monde maintenant, sauf certains pays totalitaires et d'Afrique encore, et d'Amérique du Sud également. Mais globalement, il y a énormément de pays qui ont mis en place une sorte de sécurité sociale, même si parfois ce n'est qu'une sécurité sociale pour les très pauvres. Et donc, lié à cette sécurité sociale, eh bien, on a des contrats de tarifs autour des médicaments. Ce qui fait que ça engendre un gain bénéfice qui va être moindre, puisque il y a un prix imposé par les organismes de réglementation. Donc ça, déjà, il y a un premier point. Le deuxième point, c'est le remboursement également. C'est-à-dire que l'environnement médical qui va traiter les patients, puisqu'il n'y a pas que la création du médicament, hein, dans la partie médicale, il y a plein d'autres choses, et bien du coup, on va avoir des soucis au niveau pharmaceutique ou hôpitaux, où les organismes d'État, parce qu'ils ont des problèmes de sous, et c'est le cas par exemple de la France, mais bien avant c'était le cas de la Grèce, et bien du coup vont mettre du temps à rembourser, voire annuler sur des micro-réglementations qui viennent juste de sortir des remboursements. Donc ça c'est de la perte sèche pour cet environnement, donc ça c'est un vrai sujet. Et puis on a aussi les délais d'approbation, donc forcément beaucoup de pays sont en train de réduire les coûts sur la partie médicale, et pas que. Et donc, du coup, le nombre de personnes dans les organismes qui vont valider la publication d'un médicament va baisser. Et donc, de fait, on va avoir un délai qui va s'allonger significativement dans la validation des médicaments. Et le problème de ça, c'est très simple. Vous avez un impact direct sur la rentabilité et sur l'envie d'ouvrir certains médicaments à certains pays. Donc il y a un impact qui est très significatif sur la rentabilité. Donc là, on parle déjà que du réglementaire, c'est déjà très très lourd. Si maintenant on regarde l'autre élément important, c'est-à-dire les différentes phases de validation d'un médicament. Donc là, je suis purement dans le médical. Alors, en fait, en général, il peut se passer jusqu'à 7 phases à peu près. Donc il y a des phases de pré-test initial qui sont plutôt des phases en laboratoire, qui peuvent aller jusqu'à de faire ça sur des rats, des lapins ou autre chose. Je sais, pour certains, ça ne sera pas éthique, mais c'est comme ça que ça marche. Juste pour info, pour les femmes qui utilisent du rouge à lèvres, je ne sais pas si vous savez, mais les rouges à lèvres, pendant très longtemps, ont été testés sur l'anus des lapins. Puisque la particularité, c'est que l'anus des lapins avait une particularité de réactivité qui était proche des lèvres des hommes ou des femmes. Hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de différence sur ce point-là. Et donc, du coup,
ça a été utilisé pendant très longtemps. C'est peut-être un peu moins le cas, je suis pas à jour sur tous ces éléments-là, mais sachez-le. Donc les phases avant les phases 1, en fait, il y a des phases animales et il y a des phases réactives aussi en laboratoire, c'est-à-dire qu'on va mettre les éléments qu'on veut corriger avec le médicament et on va voir comment ça réagit en éprouvette. Donc ça, c'est les premières phases. Donc réellement, on est sur 6 à 7 phases. La première phase, c'est une phase d'induction où on va commencer à avoir des premiers tests qui vont se rapprocher des tests humains dans certains cas, et dans certains cas, il ne va pas y avoir que des tests humains. On va avoir la phase 2 également, la phase 3, etc. Et une fois qu'on a fini tous ces éléments-là, alors déjà, il s'est passé beaucoup de temps. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai investi dans le médical il y a quelques années sur une forme de vaccin assez particulière. Eh bien, dans cette phase de vaccin, on vient juste d'arriver au bout de, je crois que c'est 7 ans, si je ne dis pas de bêtises, en phase 2. Donc la phase 3 devrait commencer dès l'année prochaine. Donc on va être sur 8 ans pour atteindre la phase 3 en sachant que toute la partie clinique était déjà faite. Donc vous voyez que c'est très très lourd avec tout un tas de trucs. Et donc j'espère une approbation avant 2030 sur ce médicament. Et là vous imaginez bien qu'une visibilité comme ça, où vous êtes autour de 10 ans entre le début et la fin, bah c'est horrible en fait. En plus de ça, on a un taux d'échec qui est assez élevé en fait, pour plusieurs raisons, hein. On peut avoir l'impression que certains médicaments marchent, mais au final ils sont contre-productifs puisqu'ils ont un impact significatif sur la santé. Euh, Quand vous êtes sur des actions, donc des sociétés qui sont financées et qui sont boursières, bah, vous pouvez, suite à l'annonce d'un échec clinique important, vous pouvez avoir une chute de 20, 30, 40, jusqu'à plus de 50% sur l'action en une seule journée. Donc ça, déjà sur la volatilité et la vision long terme sur le médical, c'est un petit peu compliqué. Ensuite, bah, la durée va avec le coût en fait. Plus le coût est important en temps, et plus le coût financier va être important également. Je prends l'exemple du coup de mon cas là. On est sur quelque chose qui en coût de production va être plutôt faible. Je pense qu'on va être autour de 50 millions d'euros. Et le coût de revente, et oui, ça c'est un élément que les gens ne prennent pas en compte, mais il faut savoir qu'il y a énormément de laboratoires indépendants qui sont montés, ou de sociétés indépendantes qui sont montées, pour analyser, pour créer ces médicaments, parce que ça peut venir de l'histoire de deux médecins qui travaillent ensemble et qui se rendent compte de quelque chose, et qui montent un concept, qui montent une petite boîte, et puis au bout de 10 ans ça sort, et revendent la molécule, ou tout ce qui va bien autour du brevet, directement à des grosses sociétés, et ces grosses sociétés vont refaire des phases d'analyse avec approbation avant la publication. Donc vous imaginez bien qu'il y a un coût. Un coût de vente sur le type de produit, moi que j'ai vu, on était très rapidement sur certains brevets autour du milliard, voire plus. Donc vous voyez qu'il y a un coût d'achat potentiel ou de préachat, plus la phase d'analyse qui va durer 4-5 ans de plus, avec quand même un risque d'échec parce que bah, forcément quand vous êtes une petite entité et que vous allez avoir 50-60 personnes à tester sur le produit alors qu'une très grosse va être capable d'en mettre 10 000, on n'a pas du tout le même résultat à la fin. Donc ça c'est un point assez important. Et du coup, du fait de tous ces éléments-là, bah, on a de manière générale un gros souci sur la confiance des investisseurs. Donc, il suffit qu'une société se loupe une, deux, trois fois à la suite, et là, tout de suite, la valeur de l'entreprise peut ne plus rien valoir. Sans parler d'un élément que je n'ai pas parlé encore, c'est également le souci autour des brevets. Et oui, en fait, il y a beaucoup d'éléments réglementaires qui changent, et ils sont en train, de manière générale, à bousculer l'ordre des brevets. Il y a un moment donné où les brevets pouvaient durer des dizaines et des dizaines d'années, et maintenant, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de pays, voire d'États, suivant là où on se trouve, qui vont en fait définir des règles, des lois, qui définissent la durée maximum d'un brevet, avant que ça rentre dans le public. Et par exemple, en France, vous avez le sujet des génériques. C'est-à-dire que vous êtes obligé au bout d'un moment de faire du générique. Sauf que le générique, il est quasiment vendu à prix coûtant, donc vous gagnez rien dessus, alors que le médicament initial, bah, il y avait une belle marge dessus. Donc, ça va encore jouer là-dessus, donc il y a un vrai sujet. Là où il pourrait y avoir un élément de transformation, c'est sur un sujet qu'on va voir après, c'est les nouveaux arrivants.
Mais pour l'instant, ça reste quand même assez compliqué. Là, on a vraiment beaucoup de brevets principaux qui sont des trésors de guerre pour beaucoup de laboratoires qui vont arriver à expiration en 2027 à cause toutes les nouvelles réglementations. Donc, il y a un sujet. Je ne parle pas du sujet géopolitique actuel dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur ce qui se passe aux États-Unis. Hein. Les États-Unis, c'est vraiment la vache à lait du monde sur la partie santé. Parce que c'est le seul endroit où c'est dérégulé un maximum, ça va changer, c'est sûr. Et du coup, ou pour un exercice qui va vous coûter 2 000 € en France, eh bien ça va coûter 400, 500, 600, voire même 1 million d'euros aux États-Unis. Donc il y a quand même un sujet autour de ça. Donc quand ils vont perdre tout ce bénéfice qu'ils font aux États-Unis, il va se passer des choses forcément, les laboratoires vont être obligés de revoir leur stratégie financière. Bon ça sera valable si Trump et sa clique sont toujours vivants à ce moment-là, puisque on sait très bien que quand on bouscule les systèmes oligarchiques, parce que c'est clairement oligarchique le système de la santé, hein, n'oublions pas que dans les années 1800, il y avait, enfin avant les années 1800 plutôt, le système de la santé était quasiment exclusif lié à l'Église sur énormément de pays, et que c'était l'Église qui décidait si un truc était vrai, pas ou autre chose. Et que c'est des hérétiques qui ont été tués, qui ont réussi à définir que non, l'estomac n'est pas le cœur, et que oui, le corps a tout un tas d'éléments à prendre en compte, dont des nouveaux organes qu'on ne connaissait même pas. Donc il y a vraiment une grosse évolution dans l'histoire, donc on voit que ce système oligarchique va essayer de se battre pour garder cet automonopole. Donc on va voir ce qui va se passer avec ça. Donc bien sûr, ça impacte les marges, hein. Les génériques, comme je viens de le dire, il y a un impact. Et puis, bien, il va y avoir des sujets autour de certains produits à succès qui vont arriver enfin avec l'expiration des brevets. Où là, qu'est-ce qui va se passer pour ces boîtes-là, sachant que certaines sociétés ont jusqu'à 80% du chiffre d'affaires qui sont liés à ces vieux médicaments. Et qu'il n'y a pas grand-chose qui sorte à cause des changements réglementaires qui imposent beaucoup de choses. Donc je dis pas que c'est pas bien, le réglementaire a un gros avantage sur beaucoup de choses. Il nous protège, il y a plein de choses très très bien, mais en même temps, il diminue la capacité d'innovation au niveau rapidité dans le temps. Et donc je pense qu'il y a un bon compromis à faire entre la maison des fous d'Astérix dans les 12 travaux et puis un élément réglementaire de qualité. Il y a des pays qui arrivent à le faire, je pense notamment à des pays nordiques ou suisses, sans rentrer dans l'extravagance. Donc je pense qu'il y a beaucoup de pays qui pourraient le mettre en place également. Donc à voir ce qui va se passer. Je pense de toute façon qu'on aura une révolution politique dans les années à venir. Peut-être que ça changera des choses. On verra. Sur la mutation du paysage, c'est très simple en fait. Jusqu'à maintenant, on avait surtout des très gros systèmes qui étaient en place depuis des années, avec beaucoup de fusions, des acquisitions, plein de choses qui se pressaient, avec des très gros groupes. Je pense à des groupes comme Pfizer et autres, qui sont vraiment des mastodontes. Et puis on commence à arriver avec Google, hein. Google qui est en train de sortir des trucs incroyables, qui est en train de travailler des choses sur la santé. Il va y avoir la même chose sur les GAFAM, hein. Ne se masquons pas, hein. On sait déjà que Microsoft à un moment va jouer dedans, Amazon y joue déjà, Apple jouera aussi. Donc il va y avoir beaucoup de choses sur la partie santé, notamment avec le numérique, mais pas que. Google travaille sur des trucs assez incroyables. Pour info, c'est la société qui a déchiffré, grâce à ses IA et autres, le plus de génomes humains. C'est eux qui sont vraiment en avance là-dessus. Alors il y a une raison Google, hein. C'est que les cofondateurs ont un objectif d'arriver à créer l'homme immortel. Et donc, même si c'est une utopie, on va être réaliste, leur objectif c'est d'arriver à trouver des choses pour augmenter la durée de vie. Alors je ne sais pas si les États-Unis sont le pays qui est le mieux adapté sur la partie durée de vie quand on voit le niveau d'obésité et de sucre dans l'alimentaire. N'oublions pas qu'aux États-Unis, vous avez du fluor qui est injecté dans l'eau pour que les Américains n'aient pas de caries, sauf que le fluor, on sait tous que ça a des impacts sur la santé assez significatifs. Enfin, il y a énormément de choses qui sont assez parallèles avec les États-Unis là-dessus. Je pense non plus à l'ionisation de la viande, hein. Faut savoir que sur beaucoup de pays, alors c'est le cas de l'Australie, des États-Unis, certains pays d'Amérique du Sud, eh bien en fait, vous ne pouvez pas importer certains types de viande, ou vous avez certains types de viande qui sont systématiquement ionisés. Donc la ionisation, c'est quoi?
c'est un mot qui est magique, qui est très joli, pour dire irradiation. Et là, tout de suite, ça vous fait un peu plus flipper en général. Donc, c'est l'irradiation nucléaire, en fait, sur les éléments, pour tuer l'ensemble des bactéries qui sont contenues dans la viande. Donc, c'est pour la longévité de la viande, c'est pour plein d'actions. Mais on sait tous que on ne sait pas encore les répercussions de ça. Comme toute technologie, ça prendra 50 ans à s'adapter. Donc, à voir ce que ça va impacter au niveau du marché. Ensuite, on a le modèle d'affaires qui va évoluer, forcément. On a ce problème avec ces changements de brevets, on a les nouveaux acteurs traditionnels qui n'arrivent pas à s'adapter avec les nouveaux qui arrivent. Vous savez, c'est le système financier, systématiquement, c'est toujours la même chose, hein. Les anciens qui sont là depuis toujours ne font peu d'efforts, il y en a qui stabilisent, et puis d'un seul coup, le plus gros, il tombe. Un exemple qui est très très récent, hein. Nvidia, Apple, AMD et Intel. Intel, il était au top des processeurs. Et là, il vient de tomber. On ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est possible qu'Intel, d'ici 3-4 ans, n'existe même plus du tout. Ou alors qu'il ait réussi à se relever, mais il est loin. Et là, il y a Nvidia qui est passé devant à toute allure. Il était en Ferrari, il est passé là, paf, il les a doublés, mais à mort. Et AMD, qui jusqu'à maintenant était un petit peu l'environnement low cost face à Intel, commence à arriver dans la course et les gens se rendent compte que rapport qualité-prix, ils ont quasiment le même résultat. Donc on a voilà ces changements de tendance qui sont, alors pas dans tous les secteurs et pas régulièrement, mais qui se font. Je pense à des boîtes comme Kodak, hein, avant l'arrivée du numérique sur les téléphones et les appareils photo, qui était un leader incontesté. Et puis là, du coup, ils sont tombés d'un seul coup, ils n'existent même plus. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses à prendre en compte. Je pense qu'on est peut-être à l'aube de quelque chose qui va se passer au niveau tech. Et je pense que je ne serais vraiment pas surpris qu'avant 2030, il se passe des grandes choses, grâce à l'IA notamment. Donc il va se passer des choses. Ensuite, on a la partie marché émergent. Alors, le problème des marchés émergents, excusez-moi, c'est que globalement, ils en ont rien à faire de l'être humain. C'est-à-dire que c'est des marchés où le but c'est le rendement, et donc c'est marche ou crève. Par contre, il est en train de se passer quand même quelque chose, surtout en Chine, en Inde pas encore, mais même si ça commence, c'est la partie changement de classe. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez quasiment que deux classes, les très très riches et les très pauvres. On commence à voir émerger une classe moyenne en Chine, également en Inde, avec une évolution. Et donc, du coup, il va se passer que la classe moyenne, elle est comme la classe riche, elle s'intéresse à la santé. Et donc, elle a envie d'être productive, elle a envie d'être en bonne santé, de faire des enfants, que les enfants soient en bonne santé. Alors, je dis pas que les classes pauvres ne le veulent pas, hein. J'ai pas dit ça. C'est juste qu'elles n'ont pas souvent les moyens de le faire. Et il va falloir choisir à un moment donné entre soigner pour certaines choses et manger. Et donc là, forcément, les gens vont préférer manger. Là où la classe moyenne peut faire les deux. Donc ça, c'est la grosse différence. Donc on va avoir un sujet là-dessus qui va arriver dans les années à venir, je pense, autour de la Chine et de l'Inde, c'est clair. Il y aura sûrement d'autres pays, hein, je pense à l'Indonésie et d'autres pays où il y a des opportunités incroyables. Mais voilà, il va y avoir des choses aussi. Faut pas oublier que, du coup, comme c'est principalement des sociétés occidentales qui maîtrisent ces marchés, si ces pays commencent à monter financièrement, ils vont commencer à avoir des concurrents dans ces pays-là. Surtout que eux sont beaucoup moins réglementés que nous. Donc eux, ils n'auront pas forcément besoin de mettre 10 ans pour sortir un produit. Peut-être qu'en 2 ans, ça suffira. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont en train de se passer. Vous le voyez avec le petit graphe à droite avec les nouveaux entrants tech et les marchés émergents qui sont plutôt en stabilité pour l'instant. Mais pour moi, les entrants tech et les marchés émergents pourraient tout à fait évoluer. Là où on voit que les traditionnels, ils se cassent la figure. Donc ça, c'est un point vraiment très très important si vous décidez d'investir là-dedans. Alors maintenant, on va rester quand même un petit peu plus positif. C'est clair qu'il y a un vrai défi autour du financement et de l'innovation, et que le coût du médicament augmente, mais il va y avoir des opportunités incroyables avec ce qui se passe. Il faut bien comprendre que jusqu'à maintenant, les médecins ou les chercheurs, quand ils faisaient un médicament, ils faisaient beaucoup de tests à la main, ils testaient une série, tout était très manuel et tout. On commence à avoir des environnements d'analyse incroyables
Avec l'IA qui sont capables de tout simuler, il n'y aura pas que ce secteur-là qui va être chamboulé, hein. Tous les secteurs vont être chamboulés. Mais l'élément qui est super intéressant, c'est que maintenant, avec ces environnements IA qui commencent à être montés, ils vont être capables de tester des milliards et des milliards de combinaisons en quelques semaines. Et donc sortir des nouvelles façons de penser qu'ils n'avaient même pas pensé. Donc je parle pas des choses un petit peu bizarres qui sont sorties pendant le Covid, mais c'est clair qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent être intéressantes. Ensuite, il y a quand même un point qu'il faut garder, c'est le retour sur investissement. Pour moi, le ROI, il est compliqué. On le verra sur un de mes derniers slides sur la gestion du risque, mais pour moi, le ROI en investissement, il est vraiment compliqué. Euh, la rentabilité n'est pas énorme. Donc il faut voir ce qui va se passer. Je pense que le secteur médical va être un très bon secteur, mais il va falloir attendre sûrement 1, 2, peut-être 3 ans, de commencer à avoir des choses très intéressantes qui sortent. Et là, on va voir. J'ai peur, avec le niveau réglementaire, que ça ne soit pas 2, 3 ans, mais 5 à 10 ans. On verra. En tout cas, il y a un truc qui a beaucoup changé, c'est que les investisseurs maintenant veulent des résultats rapides, avec des rendements où on peut monter vite fait à plusieurs dizaines de pourcents par an. On a une pression forte des investisseurs qui vont jouer forcément sur les régulateurs pour leur dire vous êtes gentils avec vos normes, mais on est en train de perdre de l'argent, donc il va falloir changer la façon dont on pense et peut-être désalourdir la pression. On verra ce qui va se passer. Et bien sûr, toujours le problématique du financement, là où jusqu'à maintenant c'était principalement les gros acteurs, là on va commencer à avoir des secteurs technologiques qui vont commencer à investir dedans, et donc là on va plus du tout être sur les mêmes coefficients d'analyse, donc on va voir ce qui va se passer, mais il y a des choses assez intéressantes. Pour moi, le médical, pas tout de suite, mais regardons quand même, restons ouverts, regardons un petit peu les valeurs qui traînent, et on pourra se poser la question. Pour moi, il y a autre chose à faire en ce moment, une alternative d'investissement sur d'autres secteurs. Si on regarde les rendements moyens, on va se rendre compte assez rapidement, je vous ai tout décortiqué en 5 secteurs, donc on va avoir le milieu médical en premier, donc là on voit qu'on est plutôt sur des rendements très difficiles, là c'est le rendement haut, hein. On va être sur des rendements entre 1 à 6% maximum, donc la moyenne autour de 4. On va avoir les technologies vertes en ce moment qui ont le vent en poupe. Alors attention, les technologies vertes, je pense qu'il y a une partie qui sont une bulle, on ne se rend pas compte. Et puis il va y avoir une partie qui va vraiment faire du rendement. Et là, on va voir, d'ici 2, 3 ans, on va commencer à voir les choses arriver. Donc on verra ce qui sort. Je pense que sur la partie technologie verte, il y a clairement un sujet autour de l'hydrogène. L'hydrogène et des panneaux solaires qui peuvent être un super combiné pour créer des choses. Et il va y avoir un gros sujet en parallèle des technologies vertes, c'est le stockage de l'énergie. Est-ce que ça sera en hydrogène ou pas? On verra. Mais il va y avoir un sujet là-dessus. L'autre secteur dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, forcément l'IA et la robotique. Ça, c'est clairement celui-là qui va monter en rendement. Je pense qu'on arrivera sur des rendements sur certaines années bien supérieurs à des 50%. On le voit avec Nvidia qui a fait plus de 120% en une année. Donc il y a des choses incroyables possibles. La partie infrastructure, oui, les problématiques de toutes les technologies, c'est qu'il faut des infrastructures. Donc on va avoir de l'immobilier spécialisé, on va avoir des infrastructures, que ce soit du réseau ou autre particulière, donc forcément ça va faire du rendement. On a également un autre secteur qui surperforme, qui fait partie de la technologie et qui fait partie aussi de l'IA, c'est la partie cybersécurité. C'est très à la mode avec toutes les attaques et tout ce qui va bien. C'est un secteur qui est très mal connu des investisseurs puisque c'est un secteur qui est très très technique, hein. Je viens de ce secteur-là, donc je sais exactement de quoi je parle. Et la problématique, c'est que les 3 quarts des investisseurs sont très néophytes sur le sujet, et donc vont investir un petit peu dans n'importe quoi. Il y a quelques belles boîtes en cybersécurité, je pense notamment à du CrowdStrike, qui peuvent être des belles opportunités sur du long terme. Pour conclure, alors, pourquoi il faudrait actuellement éviter le secteur médical? Je pense qu'on n'est pas au bon moment. On a un profil risque-rendement qui est très très défavorable en ce moment. On le voit sur le graphique, hein, c'est le point rouge sur le graphique qui est sur un rendement en origine, on va être autour des 4% de rendement, entre 4 et 6. Et puis on va être sur un niveau de risque de 1 à 10 où on est supérieur à 8. Là où on pourrait très bien
prendre un point central avec, par exemple, la technologie qui serait voilà, sur un très bon rendement entre 7 et 8, et avec un niveau de risque qui est plutôt à 7. Ça, c'est à cause de la pseudo-bulle en cours, qui n'est pas forcément une bulle, mais qui pourrait éclater dans les 2 à 3 prochaines années. La finance est toujours égale à elle-même, hein, le risque est souvent égal au rendement. Finance, ça c'est une particularité. La partie, bien sûr, immobilier. Alors, l'immobilier reste toujours à peu près la même chose. Alors attention, en immobilier, vous pouvez avoir du haut rendement. Je pense notamment à des valeurs qui ne sont pas forcément en bourse, cotables, mais plutôt sous forme proche de SCPI ou des OPCVM un peu dans le même genre. Je pense par exemple à une boîte que j'aime beaucoup en Allemagne, que je ne vais pas citer en raison d'éléments de confidentialité, mais qui a en fait un atout majeur sur le marché. C'est-à-dire qu'en fait, quand une boîte fait faillite ou est en redressement judiciaire, eh bien pour cleaner leurs comptes, ils sont obligés de revendre leur siège, souvent, ou leur bâtiment, pour les revendre à une société qui va leur relouer après. Eh bien, il faut savoir qu'en Allemagne, cet environnement est très protégé. Il y a très peu de sociétés qui ont le droit d'acheter ces types de biens et de les remettre en loc et après, pourquoi pas les revendre. Et donc, on peut atteindre des rendements sur de l'équivalent SCPI, je dis bien, des rendements qui peuvent atteindre du 15, 20 à 25% par an sur certains secteurs. Alors, on n'est pas dans la meilleure période pour l'Allemagne, mais voilà un exemple de choses qui peuvent aussi se faire. Ne restons pas sur des investissements en bourse, hein. Ouvrez-vous à ce qui se fait bien. De la même manière, même si je suis pas du tout fan des assurances vie et que je les ai plutôt liquidées pour ma part il y a longtemps, sur l'assurance vie, vous pouvez très bien avoir des 9 ou 15% de rendement par an si vous passez par les bonnes personnes, avec les bons conseillers, tout ce qui va bien. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Sur l'horizon temporel, on va être réaliste, hein, sur des coûts de développement qui peuvent dépasser 15 ans. On est quand même très incertain sur la partie développement au niveau de la partie médicale. Même si je pense que d'ici 15 ans, il y aura une grosse révolution médicale, c'est obligé, qui viendra des secteurs tech. Ça, c'est certain, ils y arriveront. Comme je vous l'ai dit, hein, l'objectif des DG de Google, c'est d'arriver à faire un homme qui vit plus longtemps. Donc, forcément, il va se passer des choses. Et puis, faut être réaliste. En investissement, il faut savoir choisir les bons secteurs. C'est très bien de diversifier, mais est-ce qu'il vaut le coup de diversifier sur des secteurs à faible rendement? Je ne sais pas. Je pense que faible rendement au risque, c'est vraiment pas un bon calcul. Donc évitez ce genre de choses, je vous le conseille. Enfin, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Et bien sûr, comme d'habitude, abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'analyse financière hebdomadaire. Je vous remercie et je vous retrouve dans les commentaires si vous avez des remarques ou critiques. N'hésitez pas, je réponds à tous les commentaires. Et je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end.